Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey les filles, vous savez pas ce sur quoi je suis tombée cette semaine? Oh! Non. Attendez une minute. Donc, je suis tombée sur une étude que l'organisation YPO, Young Presidents Organization, fait, qui est une organisation, en fait, qui regroupe des dirigeants d'entreprise, des CEO, partout à travers le monde, according. Selon leur site web. Ils comptent plus de 30 000 membres à travers le monde. Donc, ils ont fait une étude qui était vraiment intéressante en partenariat avec, attachez vos tics, Financial Times et l'initiative des Nations Unies He for She. Donc, c'est du solide, c'est du solide. Ils ont interrogé plus de 2000 dirigeants provenant de plus de 100 pays afin de connaître leurs perspectives sur les barrières liées au genre qu'ils ont dû faire face dans leur parcours, qui les ont menés à la direction de leur organisation. Donc, cette étude-là s'est déroulée du 10 au 22 mars 2021, puis le rapport est sorti très récemment. Je me suis dit que ça serait donc bien le fun d'en parler. Incertain? Colin. Je pense que c'est une très bonne idée, Marie. OK, merci pour la confirmation. Je te valide là-dedans. Merci, je me sens vraiment validée. Alors, je me suis dit qu'en débutant, j'allais vous partager les découvertes clés, puis ensuite, on pourrait peler l'orange. Aller au jaune de l'œuf. Et voilà, merci. Puis en discuter plus amplement. Ça veut dire qu'il faut te laisser parler sans commenter. Oui, je sais que ça va être très difficile pour vous, mais retenez-vous le chakra. D'accord. Écoute, on peut rien te garantir, on va essayer. Puisqu'on t'apprécie. Alors, j'y vais. Alors, j'y vais. Bon, donc la première découverte clé, selon cette étude-là que je viens de vous parler, de l'organisation YPO, Young Presidents Organization. En collaboration avec Financial Times. C'est qu'environ 50% des hommes interrogés savaient très tôt dans leur carrière qu'ils voulaient devenir dirigeants d'entreprise, pour seulement le tiers des femmes. La deuxième découverte clé, le parcours des femmes pour devenir CEO, dirigeants d'entreprise, prend en moyenne 2 ans de plus que pour un homme. Troisièmement, les barrières principales qui ont été identifiées dans l'ascension vers le poste de direction dans l'organisation sont en premier l'absence de réseau, le réseautage ou de networking. La peur de l'échec, hein, on connaît ça un peu, la peur de l'échec. On pourrait en parler pendant 3 heures. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dit Cadis, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'échec, il n'y a seulement que des occasions d'apprendre. C'est beau, mais fortement irréaliste. Bon, alors on va avoir beaucoup de choses à dire sur ça. Il me tarde qu'on en parle, mais pas tout de suite. La troisième barrière qui a été le plus souvent mentionnée, c'était le conflit entre trouver l'équilibre entre travail-famille ou vie sociale, famille, travail, tout ça, vous comprenez? On me suit. La quatrième était que plus de la moitié des répondantes ont identifié que les attentes culturelles ou sociales représentent une barrière pour seulement 2% des hommes qui ont identifié ça comme étant une barrière. C'est assez? 2%? 2%? Ben, c'est ça. Mm-hmm. Oh, oui. On le sait maintenant que l'étude nous le ça dit. Ça doit être des gars qui ne sont pas type A et qui ont une approche de leadership très différente je dirais même plus féminine. Mais je retiens mon commentaire. Ben voilà, quelle belle discipline personnelle, Catherine, tu m'impressionnes. 5e découverte clé, 50% des répondants ont affirmé que leur organisation était plus diversifiée maintenant qu'il y a 5 ans. Quand même. Okay. Amen. On est sur la bonne voie. Et finalement, le plus gros obstacle pour rencontrer la parité des genres en entreprise ou dans une organisation est, selon les répondantes, le fardeau du travail non payé, comme les obligations familiales, s'occuper de la maison, etc. Donc, c'était la 5e découverte clé de cette étude-là.
Alors, avant qu'on plonge, j'en ai sélectionné 2 ou 3, on va voir comment qu'on file. C'est quoi votre impression générale là, de ce que je viens de vous partager, des résultats de l'étude de YPO, de Young Presidents Organization? Écoute, Marie-Ève, comme tu me regardes droit dans les yeux... Totalement débasé, Catherine, ça m'hypnotise! Je vais me lancer. Ça me surprend pas du tout. En fait, la seule chose qui est surprenante, c'est le 2 ans par rapport au parcours. On aurait pensé que ça aurait été plus long. Mais le milieu du travail a été conçu par les hommes, pour les hommes. C'est leur... ça a été très, très longtemps leur chasse gardée. Les femmes ont intégré le milieu du travail pendant la guerre parce que les hommes étaient partis. Puis quand les hommes sont revenus, ils ont fait « OK, vous retournez à la maison, mes petites cocottes. On a des enfants à élever puis du ménage à faire. » Puis ensuite de ça, les femmes se sont rendues compte qu'ils avaient bien aimé ça, aller travailler et ont de plus en plus investi la sphère professionnelle. Mais que je plains celles qui ont fait ça dans les années 60 et 70, 80, ça a dû être tellement difficile et je les remercie pour le chemin parcouru parce que le résultat du sondage, c'est très, très, très récent et on voit qu'il reste encore énormément de chemin à parcourir. Je parlerai pas d'équilibre vie-travail parce que j'en ai pas. C'est dire oui, on en parlera peut-être. Exact, je pense que ça tous mes loisirs sont de travailler plus. Ça l'ouvre une porte vers l'introspection, ça. Mais les barrières concernant la culture, moi, ça me parle énormément. Voilà, les attentes envers se conformer à une culture plus masculine, à des types de leadership plus masculins, ou en tout cas, les notions de leadership dans la littérature, ça a tout été conçu à partir du style de leadership exercé par les hommes. Et bien contente qu'ils disent que leurs entreprises soient plus diversifiées aujourd'hui. Mais sur ce, je vais passer le regard de feu. À mon regard de feu. À ton regard de feu, Marie-Hélène! Ben, ça me surprend pas non plus. Puis, tu sais, ça me fait réagir les données. Ces 2 ans aussi, ça m'a surpris, tu sais, dans le mauvais... C'est triste un peu quand même, mais ça me c'est triste parce que notre réaction, c'est, ben non, c'est beaucoup plus... Ça doit prendre beaucoup plus de temps que ça. Puis, moi, je ferais écho à ce que tu disais par rapport aux femmes entrées sur le marché, puis que tu plaignais les femmes des années 70-80. Moi, je sais que ma mère, par exemple, je vais parler de ma mère, mais... Allons-y! Non, mais quand elle est allée à l'université, ils étaient comme 1 ou 2 femmes dans leur promotion. Je pense qu'elle était la seule à graduer en comptabilité. Elle est rentrée sur le marché du travail. Puis, ça faisait, tu sais, comme 2-3 ans qu'elle travaillait. Elle avait moi, elle avait mon frère, puis elle a essayé d'être partenaire. Elle faisait tout le boulot, puis on dit non, tu sais, C'était dit comme ça. Dit, là, ben non, mais toi, t'es une femme, puis t'as des enfants élevés, tu peux pas devenir partenaire, tu sais. Puis ça l'avait beaucoup vexée. On en a parlé récemment, parce que, tu sais, j'ai parlé que j'allais faire un podcast avec vous, puis elle me dit, ma réaction, ça a été de partir à mon compte, tu sais. Parce que je le savais que, moi, je suis allée à l'école, je suis à l'université, il n'y en avait pas. Puis ça prend un caractère, tu sais, quand même, je pense, fort, puis ils ont tracé le chemin quand même, hein, ces femmes-là, parce que elle a dit, ben, vous voulez pas faire ça, ben, bye, moi je m'en vais, je vais faire mon chemin. Fait que c'est quand même en peu de temps, parce que c'est sur 1 génération ou 2 générations, on a fait déjà des pas énormes, mais le fait qu'on a toutes réagi en disant, mais là, 2 ans, c'est pas beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On le voit, là, le parcours, là, je me souviens pas, j'ai lu un article... dans les articles qu'on avait, que j'ai lus sur le sujet, 48% de femmes entrent sur le marché de travail, puis à chaque couche de niveau managérial, ça finit en entonnoir à 5%. Entonnoir inversé. Ouais, de poste de CEO, ça... Pourtant, on a 48-50% de femmes sur le marché, mais ça shrink up. Donc, c'est ça ma réaction de ces études-là. Ça a changé, mais... Ouais. Ça a évolué, mais pas... il en reste encore beaucoup. Il y a encore du pain sur la planche, comme on dit en bon québécois. Candice, qu'est-ce que t'en penses, toi, généralement? Généralement, personne ne me regarde dans les yeux. Ça me fait un peu de peine, mais en tout cas, on va passer à l'autre chose. Maintenant, c'est juste awkward. Tu vas me faire arrêter. Non, je trouve ça hyper intéressant. Puis surtout que l'étude a été faite dans 130 pays différents. Ou une centaine de pays différents. J'ai peut-être... Mon Dieu, j'étais donc bien précise. Centaine de pays différents. Donc, plusieurs... nous autres, on se base sur nos genres de pensée nord-américaine, mais je veux dire, 130 pays, c'est beaucoup. Là. Puis il y en a beaucoup qui sont beaucoup moins
avancé au niveau d'équité et tout ça que nous autres. Ça peut-être le 2 ans, moi aussi, ça me surprend. Ce qui me fait... Ben, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a que c'est plus long. Il y en a que c'est ça, exact. Le fait qu'il y a un quart des femmes qui ne pensaient pas à des rôles de leadership quand ils ont commencé, ça, c'est... On dirait que ça me surprend pas, mais ça me rend triste aussi. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient tout simplement pas? Ça, c'est une affaire, puis on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie, puis c'est parfait. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas de role model, de modèle? Ils n'avaient pas... Ou c'était tout simplement pas ouvert à eux? Je veux dire, quand tu penses même pas que c'est une option, si ta mère n'a pas été dans des positions comme ça, si tu n'as pas de personnes autour de toi qui sont dans ces rôles-là, c'est un peu triste, mais écoute, je suis bien contente du 50%. Il y en a qui voient une différence. C'est parce qu'il faut que ça bouge, right? Si tu vois une différence, ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est super intéressant. Donc, je pense que j'ai sélectionné trois conclusions que j'aimerais qu'on plonge plus amplement. Donc, la première, c'était effectivement celle que tu viens de faire référence, Candice, qu'environ 51% des hommes interrogés savaient très tôt dans leur carrière qu'ils voulaient être CEO ou dirigeants, contre seulement le tiers, tu as dit le quart, mais c'est le tiers des femmes. Donc, il y en avait moins. Pour illustrer ou pour nous mettre dans le bain, j'ai pensé de vous faire entendre un extrait d'un film bien connu d'une femme dirigeante très forte. Donc, la Dame de Fer, on se rappelle que Meryl Streep a été très, très bonne pour incarner Margaret Thatcher, la présidente. Oscarisée, d'ailleurs. Alors, j'ai sélectionné un petit passage qui va nous mettre un petit peu là, dans le bain là, de cette conclusion-là. People don't think anymore. They feel. How are you feeling? Oh, I don't feel comfortable. Oh, I'm so sorry. We, the group, were feeling. Do you know, one of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas. Now, thoughts and ideas, that interests me. Ask me what I'm thinking. What are you thinking, Margaret? Watch your thoughts so they become words. Watch your words so they become actions. Watch your actions so they become habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny. What we think we become. My father always said that. And I think I am fine. Good for you, Thatcher. Donc, en tout cas, si je traduis librement, surveillez vos pensées parce qu'elles deviennent des mots. Surveillez vos mots parce qu'elles deviennent des actions. Surveillez vos actions parce qu'elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes car elles deviennent votre caractère. Et surveillez votre caractère car il devient votre destinée. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on devient, son père a toujours dit... donc, c'est un peu la traduction libre là, que je vous fais. Donc, le lien que je voulais faire avec la conclusion, c'est que clairement, ce que Margaret a dit, c'est que son père a eu une grosse influence sur elle, puis ce passage, cette citation-là l'a inspirée pendant toute sa carrière. Donc, est-ce que vous pensez que, justement, si on revient à 51% des hommes savaient très tôt dans leur carrière qu'ils voulaient être CEO, contre un tiers des femmes. Est-ce que vous pensez que, justement, la manière qu'on éduque ou qu'on élève nos femmes a une influence sur ce... Absolument. Moi, je pense que oui. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'avais lu un article aussi, je pense que c'est dans Harvard Business Review, qui dit la façon qu'on socialise les filles très jeunes a une énorme influence sur la façon qu'on se perçoit. Donc, les gars sont, tu sais, la compétition, de se projeter en avant, ça, c'est vraiment valorisé, ce qui fait que j'ai de l'ambition, je veux aller là, je veux compétitionner avec d'autres personnes, parce que je veux pas, quand t'es CEO, t'es en compétition avec d'autres personnes pour le poste. Donc, tu sais, c'est comme naturel. Puis les femmes, on était plutôt socialisées sur, tu sais, ah, c'est beau ce que tu portes. Ah ouais, mais ce que je porte, c'est pas beau. Ah ouais, mais moi, c'est encore plus vieux. Tu sais, c'est plutôt on crée des liens sociaux en se dévalorisant au lieu de
en compétitionnant. Puis quand les femmes compétitionnent en eux, c'est très, très Mal vu. vu. Et donc, je pense que la façon il y a ça. Puis il y a 2 aussi que, ben, moi, mis à part le fait que ma mère, justement, parce qu'elle a eu ce qu'elle a eu, puis elle a vécu ce qu'elle a vécu, ben, elle disait non, tu sais, elle m'encourageait à avoir une carrière. Pas du tout dans d'autres sphères, mais là-dessus, tu sais, de m'encourager à avoir une carrière, ben, je pense que c'est pas nécessairement ce qu'on te donne ou comment on t'influence, comment on te socialise, puis comment on t'élève aussi va te donner une perspective sur qu'est-ce que tu peux, tu sais, c'est quoi ton potentiel. Puis c'est pas tous les milieux de travail, maintenant je pense que oui, mais quand il n'y en avait pas de représentation des femmes à la tête, ben c'est dur, toi, quand tu rentres dans une entreprise, de te projeter parce que tout ce qu'il y a au-dessus de toi, ça te ressemble pas, en fait. Si on vous pose la question, vous autres, on est tous dans des positions de leadership. Est-ce que c'était ça que vous vouliez quand vous avez commencé votre carrière? Oui. Moi, oui, ça c'est sûr, parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça gérer du monde. Puis, monter en entreprise, monter en grade, monter en salaire, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, passe 95% du temps par gérer du monde. Good for me, j'aimais ça. J'ai eu d'autres collègues féminines qui n'aimaient pas ça, puis c'est bien correct, mais qui étaient donc cantonnées dans des rôles. Il n'y avait pas une track parallèle pour monter en grade pour des single contributors, pour des gens qui ne veulent pas gérer d'équipe. C'est comme si pour monter, t'es condamné à gérer des équipes. Ça s'applique-tu aux gars et aux filles, par exemple? Oui. Mais je dirais que moi, j'ai toujours aimé ça décider. Bon méthode! Vraiment! Oui. Shocking news! Shocking news, particulièrement quelle musique on écoute. Alors, j'ai toujours aimé ça décider. J'ai jamais eu de problème à prendre une décision. J'ai jamais eu de problème à assumer une décision pas bonne. Et le Pierre Falardeau disait « On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. » Ça, c'est moi, ça. Mon Dieu, j'adore. J'adore, hein? Ouais. Et moi, je rêve de Disney qui fait des films, pas avec des princesses qui attendent d'être délivrées, mais avec des CEO qui gèrent des business. Il est où mon cartoon à montrer à une petite fille de 5 ans sur une... tu sais, on a eu Baby Boss, là, qui ont fait avec le... Je rêve d'une culture ou de produits culturels qu'on peut faire écouter aux petites filles puis qui les mettent tout de suite dans une position où la compétition, c'est correct. La collaboration, c'est important, mais la compétition, c'est correct. C'est correct de gagner. C'est correct de gagner, puis c'est pas parce que toi, tu vas bien que les autres vont nécessairement mal. Exact. C'est sûr que pour une job, il y en a juste une. Si toi, tu la gagnes, il y a nécessairement quelqu'un qui l'a pas. Mais t'as pas à te sentir mal. T'as pas à te sentir mal, non. Own it. Tu l'as mérité, on t'a choisi. Là, laisse-moi aller le sentiment d'imposteur. On t'a choisi c'est parce que t'es capable. Ah ouais, let's go. Ben moi, mon parcours, c'est clair que ça a influencé mon parcours à un jeune âge, je dirais. Ça a influencé où je suis présentement parce que j'ai été dans les cadets de l'armée très jeune, à l'âge de 12 ans. Donc, des cours de leadership, de la formation là-dessus. C'est clair que ça a influencé le fait que je suis rentrée dans l'armée, etc. À savoir, est-ce que je voulais diriger des gens? Je pense que j'ai comme un peu surfé la vague au gré des positions et des opportunités qui se présentaient. Mais une chose que je vais toujours me rappeler, ma mère, elle, était dirigeante d'entreprise avec mon père. Puis la vision que j'ai eue très jeune, c'est toujours d'une femme forte, indépendante, qui prend sa part, qui a un leadership. Donc, c'est toujours l'image que j'ai eue. Donc, puis ma mère me répétait souvent, tu sais, faut que tu sois indépendante, Marie-Ève, faut que tu aies une bonne job financièrement, etc. Mais un épisode que je vais toujours me rappeler, je devais être début secondaire, quand je commençais à parler que je voulais aller en droit, ma mère, elle me dit « T'es sûre, Marie-Ève, c'est vraiment dur, le droit. » Puis là, je me suis dit, je vais toujours me rappeler de cette remarque-là qu'elle m'avait faite. J'ai fait « Ah ouais? Attends un peu, toi. »
Watch me. Exact. Puis ce genre de réaction-là m'a toujours un peu suivi de dire « Ah ouais, tu penses que je suis pas capable? Moi te montrer, moi, c'est de quel bois je me chauffe, comme on dit. » Donc, je pense qu'effectivement, la manière qu'on est éduqué, les interactions qu'on a avec les parents, etc., il y a pour beaucoup, probablement dans cette statistique-là de 51%, puis le tiers seulement des femmes qui c'est un peu comme moi, là, qui s'attendaient pas à aller aussi haut dans l'organisation. Là. Moi non plus, je me suis jamais dit je vais diriger un jour des employés. Mais c'est toujours arrivé, tu sais, que même quand j'étais au basketball, j'étais capitaine de mon équipe, tu sais, c'est comme toujours naturellement. On te reconnaissait un leadership naturel. Et c'est non les que je le autres, demandais. c'est ça, c'est les autres qui te le donnaient. Et non que je le demandais, puis ça est arrivé dans ma carrière où j'ai des rôles de single contributor, où j'avais pas d'équipe, j'étais correct avec ça, je m'en ennuyais d'avoir une équipe, mais ça m'est arrivé aussi que j'ai jamais été genre demandeur de avoir, c'est comme... On me l'a offert, on me l'a proposé. Moi, je me voyais pas nécessairement là-dedans. C'est plutôt les gens autour de moi, j'ai été chanceuse, qui m'encourageaient ou qui me disaient, tu sais, tu devrais peut-être te développer là-dessus. Et c'est pas parce que mes parents le voyaient pas ou peu importe, c'est juste que moi, je me projetais pas là-dedans, en fait. Je me projetais pas là-dedans. Ouais, puis t'es plutôt empathique vers, puis... Marie-Hélène empathique? Oui, un peu. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais surprise. À quelques occasions, tu as eu un comportement empathique. Donc, mais tu sais, je veux dire, le monde se rallie à ça parce que c'est de la bonne énergie. Oui, mais ça n'a pas toujours été très populaire. Moi, quand j'étais jeune... Non, mais c'est ça. Maintenant, c'est la chose à être. Là, care about your teams. Moi, quand j'étais jeune, en fait, on essaie de le beat it out of me. C'était comme... Trop fine. Ouais, je me suis fait dire, t'es trop fine, t'es trop gentille... Tu vas te faire prendre avantage de toi. Tu vas te faire marcher dessus. Dans un milieu de requins. Ouais, je me suis fait dire ça. Tu vas ramasser des chiens écrasés. Ben voyons! Moi, j'ai tous ces genres de commentaires. T'as ramassé une coupe de chiens écrasés. J'ai tendance à m'arrêter sur le bord de la route. Littéralement, oui. Moi, je serais comme, est-ce qu'il y avait un chien écrasé? C'est moi qui l'ai frappé? Puis maintenant, Puis moi, avant, là, c'est la mode, là, ou le mot, le buzzword. Mais à un moment donné, moi, il a fallu que je fasse un déclic dans ma tête, que de dire, OK, là, je fais fi. Moi, je suis pas bien en étant de cette façon-là. Je vais être naturelle. C'est comme ça que je suis. Puis qu'est-ce que je te dise? Je vais arrêter d'être quelque chose que je suis pas, là. Fait que ça, il a fallu faire un déclic, mais ça n'était pas encouragé. Mais c'est pour ça que moi, je pense que je pensais pas que parce que j'étais comme ça, parce que c'était pas un style de leadership qui était valorisé, puis que j'étais pas comme ça, ben c'est pour ça que moi, je me voyais pas. Je serais jamais capable d'être comme ça, d'être directive. C'est pour ça que moi, je me projetais pas, parce que il y en avait pas de leader qui était dans l'empathie ou qui était bienveillant ou c'était pas, disons, valorisé, on va dire. Donc, pour en revenir un peu, faire du chemin sur ta bande dessinée, Catherine, ou ton dessin animé que tu es en train de rêver. Avez-vous des idées, justement, de comment on pourrait inspirer les jeunes femmes ou comment on pourrait leur insuffler ce désir-là de diriger des entreprises pour faire augmenter le tiers des femmes? Faire des podcasts comme ça, mon ami. Ah, ben voilà! Quelle belle idée! Mais de représentation aussi, puis d'histoire, d'avoir plus de femmes qui montrent des histoires, qui parlent de leur expérience, puis d'avoir une espèce de diversité sur ce qu'on voit à la télé. Tu sais, culturellement, representation matters. C'est que si tu le vois pas, tu peux peut-être pas te projeter nécessairement. Puis ça va au-delà des femmes, là. Bien ça sûr. va pour tous les enjeux de diversité et inclusion. Des gens qui ont des handicaps, des gens de couleur, des femmes, tu sais, vraiment une diversité pour vrai. Comme dans la rue, là, je veux dire, si tu vois, tu sais, représentation standard. Parce que tout le monde sait que les bons leaders sont beaux pis sont grands, sont bien habillés. Je te dirais que ça me dérangerait pas que mon leader soit beau, mais c'est peut-être pas vraiment une qualité de base. La compétence technique matters. Mais juste pour faire image aussi, dans une étude sur les biens conscients de PwC, pas pour te relancer sur ton Financial Times. Je me souviens plus c'était quoi exactement la statistique, mais je peux vous dire que
aux États-Unis, il y a plus de CEO qui s'appellent John qu'il y a de CEO femmes. En termes de nombre. En termes de nombre, ouais. Donc, ça pique un peu. Ça fait. Comme statistique. Ça fait ses coups de pelle d'en face. Ouais. Donc, produits culturels, absolument, mais aussi à l'école. Tu sais, l'école, c'est un lieu de socialisation. Donc, encouragez donc les filles à être compétitives un peu. Puis, dans ce qu'on leur enseigne aussi, j'imagine que les programmes ont été beaucoup revisités depuis que j'ai fait mon primaire. Mais... on se laisse Oui. Mais même dans les cours d'histoire, on apprenait très peu d'histoire. Puis j'étais dans une école secondaire de filles, mais on apprenait très peu sur l'histoire des femmes fortes. L'histoire est écrite par... je vais C'est citer... écrit par les hommes. C'est ça, je vais citer Denis Arcand. Mon Dieu, t'es pleine de citations aujourd'hui, Catherine. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vaincus, peu importe qui a gagné ou perdu la guerre, si c'est des hommes ou des femmes, mais les vaincus, on entend très peu parler d'eux. Donc on entend l'histoire de perspective très masculine. Puis il a fallu je sais pas combien d'années pour reconnaître que Jeanne Mance avait cofondé Montréal avec Écoute, les de femmes, Maisonneuve. les femmes, il n'y avait pas de plateforme. Donc, je veux dire, ceux qui sont sortis du lot, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a qui se sont fait brûler par la suite. Mais il y en a pas beaucoup, tu sais. Je veux dire, t'avais pas de plateforme. Qu'est-ce que tu voulais faire? Même si tu faisais quelque chose d'incroyable, il n'y a pas un homme qui écrirait là-dessus. Non, puis tu sais, au début du siècle, une des façons pour les femmes de faire carrière, c'était de rentrer chez les sœurs. Puis ils pouvaient avoir des postes de direction incroyables pour les hôpitaux, pour les écoles, gérer tout ça, mais ils faisaient quand même face à des boss hommes. Mais c'était par là que ça passait, une carrière. Moi, c'est ça. Mais sinon, s'il fallait que ma carrière passe par rentrer chez les sœurs, je pense qu'on aurait un problème. T'aurais été servante de Dieu, mon ami. Hein? Ben, écoutez, merci pour ces belles suggestions-là. La deuxième conclusion que je voulais qu'on discute plus amplement, c'était celle qui disait que plus de la moitié des répondantes ont identifié que les attentes culturelles et sociales ont représenté une barrière pour seulement 2% des hommes qui ont identifié ce même facteur comme étant une barrière. Puis, d'ailleurs, là-dessus, je lisais un article du Devoir qui est paru quand même il y a quelques temps, mais que c'était Anne-Marie Hubert, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est quand même une femme très inspirante et dirigeante, là, qui a été chez Ernst & Young Canada. Puis qui est aussi... Dieu, vous relancer! Je l'ai interviewée d'ailleurs pour mon mémoire sur l'humour en rien entreprise. de moins, j'ai interviewé. C'était à propos de quoi ta mémoire? L'utilisation de l'humour par les femmes en entreprise. Est-ce que ça fait partie du plafond de verre? Intéressant comme sujet. Alors, ce n'est pas ce qu'on en discute aujourd'hui. Alors, pour en revenir à Madame Hubert, qui a été interviewée par ce journaliste, il parlait justement des obstacles systémiques auxquels on doit faire face. Puis, ce qu'elle disait, que j'ai trouvé très intéressante, elle disait que l'on pense aux préjugés qu'entretiennent les hommes, mais aussi les femmes. On est tous davantage portés, encore aujourd'hui, à avoir un homme dans un poste de leadership. Puis, elle disait que les femmes sont déraisonnablement exigeantes envers elles-mêmes. Puis, elle justifiait ça en disant que c'est lié à la manière dont on les éduque, comme on vient de discuter. Ce qui est socialement acceptable pour un homme ou une femme diffère. On valorise la compétitivité chez les garçons, pas chez les filles. Les femmes s'évaluent durement, se croient moins qualifiées. Qu'en pensez-vous? Ben, on dirait puis peut-être que c'est peut-être pas le mot, le bon mot, mais on se suranalyse beaucoup. Donc, on se critique beaucoup. Puis après ça, on s'en revient. Puis c'est comme... je vais prendre un exemple, là, puis vous me tirez des bûches par la suite. Un homme est en train de courter, non? Courter? Oui, de dater deux femmes. Ah, il fait la cour. Merci beaucoup. Ouais. Il fait la cour à deux femmes. Les femmes, ils seront pas pissed off contre l'homme. Ils vont être fâchés contre l'une et l'autre. Tu sais?
pourquoi qu'on est Avec si qui tu sévère? te tiens, toi? Non, mais je prends ça comme exemple parce que j'ai lu un article puis il utilisait ça comme exemple. Ah! Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est, personnellement, je serais pas fâchée contre la fille, je battrais le gars, mais ça, c'est juste ça. moi. Mais pourquoi est-ce qu'on est si exigeante puis on est si critique l'une de l'autre? Puis on se met en compétitivité pour ces choses-là, mais pas pour des carrières puis pas pour des postes. Tu sais? Very awkward. Puis pourquoi encore aujourd'hui, l'image qu'on a d'un leader, d'un CEO, d'un dirigeant d'entreprise est masculine? Ben, c'est les modèles sociaux qu'on nous renvoie, là. C'est Exact. dans le journal. Ça trahit mon âge. Je lis le journal. Papier? Dans le journal, ben, dans les médias, on va dire comme ça. Dans les faits, c'est ça. Dans les médias, c'est ça. Dans les films, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça te renforce un stéréotype ou une croyance parce que c'est toujours ça qui t'est renvoyé. Si tous ces hommes-là qui nous sont montrés comme modèles étaient noirs, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes hommes noirs qui se verraient présidents puis d'entreprises, puis ça se passerait plus aussi. Là, s'il y avait plus de femmes, ça se passerait. S'il y avait plus d'Autochtones, ça se passerait aussi. Donc, ça va vraiment à la recherche de modèles. Puis pour revenir à Margaret Thatcher, on dirait qu'elle a écrit Le Secret, mais c'est que quand tu le penses, tu peux le faire arriver. Je vais écrire un livre, je vais écrire un livre. Ça serait un très bon livre. Mais oui, je suis très d'accord avec vous autres pour l'image. Je veux dire, il faut qu'on ait des modèles. Mais il y a des systèmes, il y a une structure sociale qui est montée que c'est normal qu'il y ait plus d'hommes blancs en tant que leader. T'sais? Il y a une structure sociale qui fait en sorte qu'il y a 10 000 moins... ans d'histoire. Ben, c'est ça, exactement. Il faut changer la base pour pouvoir avoir ces leaders-là aussi en place. Puis il faut que ceux qui se sont rendus là soient des beaux exemples, mais qui mentorent, qui forment des groupes que ces gens-là, puis je parle femmes, minorités ethniques, puissent monter dans ces sphères-là, s'ils le veulent, bien sûr. Il faut que les hommes blancs qui ont du pouvoir fassent une prise de conscience et deviennent des alliés et des tremplins, deviennent proactivement des alliés, des tremplins pour tout ce qui est issu de la diversité et l'inclusion. J'inclus évidemment les femmes là-dedans, même si on compose 50% de la force de travail. Tant que, pour faire le point sur le networking aussi, Marie-Ève, que tu faisais tantôt, tant que les réseaux demeurent homogènes, ça va se promouvoir entre eux, ça va s'élever entre eux, ça va se faire la courte échelle entre eux. Il faut que les réseaux soient pénétrés par d'autres types de personnes, femmes, gens de couleur, gens de diversité culturelle, et que les hommes blancs s'engagent à être un allié du reste de la force de travail. Kat, je vais te couper là parce qu'on a un autre podcast qui parle justement de ça. J'ai tellement hâte! Quel sujet intéressant à venir. J'avais lu un texte à propos écrit par Kathleen Rowe qui s'appelle Unruly Women. Donc, en français, Femme ingouvernable. J'aime ça. Ça serait un Exactement. bon, J'ai l'impression que je vais mettre ça en dessous de ma signature dans mes courriels. Femme ingouvernable. Tes pronoms, là? Exactement. She, her, femme ingouvernable. Bumper sticker. Chaque MH, ça va m'écrire du RH rapidement. Donc, il prenait justement toutes les caractéristiques que nous, on voit comme leader, puis il les projetait sur les femmes, puis ça devenait une femme ingouvernable. Il disait, la femme ingouvernable peut présenter une forte corpulence. Écoute, j'espère pas. Adopter des comportements dérangeants tels que parler trop fort, faire preuve d'humour salace et assumer, ou encore exprimer sa colère en public. Ça, c'est avoir une émotion. Et faire preuve d'agressivité. Encore là, avoir une personnalité. Elle peut aussi jouer la carte de la classe, l'autopromotion, qui est jamais très bien vue pour une femme, et l'hyperféminité assumée. Toutes des affaires que... Je veux dire, ça arrive, t'es humain. Hein? Ben oui. Mais c'est mal vu quand c'est une femme qui les applique dans son day-to-day au travail. Donc... vas-y, Marie. Non, mais j'allais juste dire une anecdote. Moi, dans mon début de carrière, moi, naturellement, je suis pas hyper féminine, machin truc. Je suis plutôt tomboy. Tu es une très belle femme féminine. Aussi. Mais moi, je me suis fait dire rapidement dans ma carrière, tu sais, arrange-toi, habille-toi,
met des talons. Oh mon Dieu, je crois entendre ma mère! Met du maquillage. Par une femme une femme dans ton réseau? Ou... En fait, c'était au travail et c'était comme... Mais ça se voulait bienveillant. Ouais, c'est ça qui est... Hey, tes lettres va te changer. C'était comme... Tu sais, pour t'aider pour Arrêtez ta là, crédibilité. Faut... Puis moi, tu sais, je serais en hoodie au travail. Surtout, tu sais, moi, sur le coup, en fait, quand on m'avait dit ça, je m'étais dit, j'étais en début de carrière, j'en ai pas d'argent pour changer ma garde-robe. Donc, tu sais, payez-moi plus. Puis après, j'étais dans un milieu de software, tu sais, où c'est pas là que les gens sont très, très habillés. Hein? Non. Donc, moi, j'ai eu des gens en entrevue avec des hoodies puis des taches d'orange croche, là, tu sais, en entrevue. Les as-tu engagés, par exemple, là, la question? C'est un autre sujet. C'est pas un autre jour. Puis, tu sais, du coup, c'est vrai que ça m'avait piqué, mais je pense que la réalité, c'est j'ai quand même écouté le conseil. Tu sais, je me suis pas complètement transformée, mais c'est vrai que je faisais un effort au travail. Puis c'est vrai que ça a eu un impact. Tu te brossais les cheveux avant de partir le matin, puis c'est toute une différence entre ton bain. Mais je faisais, tu sais, je faisais l'effort, puis c'est vrai que ça l'a changé, en fait, la crédibilité peut-être que ça me donnait, puis je pense pas que nécessairement les autres dans l'entreprise auraient eu le même conseil, tu sais, fait que je pense que les attentes ou si tu rentres pas dans le moule, puis si tu parles trop fort, si t'as pas l'air féminine, je pense que là, ça évolue un petit peu plus maintenant. Là, je parle il y a 15 ans, mais quand même, tu sais. Et c'est vrai que ça a eu un impact positif sur ma carrière. Fait que je le regrette pas, mais en même temps... Quand est-ce qu'on va avoir le droit d'aller travailler, pas en mou, parce qu'à un moment donné, c'est que ça reste un milieu professionnel, mais... Pas de maquillage. Ouais, mais moi... En pandémie. En pandémie. Je le fais depuis 2 ans. Oui, exact. Mais je suis contente qu'on en parle parce qu'effectivement, moi aussi, depuis le masque, je mettais vraiment moins de rouge à lèvres. Puis, à un moment donné, mon équipe a déménagé. On n'était plus dans le siège social, on était dans un bureau satellite. Puis, au bureau satellite, je vois juste mon équipe. Hey, je me maquille plus, ça fait-tu du bien? Puis... Sauf du temps le matin. Sauf du temps le matin, sauf du temps le soir. Ma peau est moins embourbée de toutes sortes de trucs. Ça coûte moins cher. Est-ce que tu as vu une différence parce que tu es dans le milieu? Moi, je finance construction. Est-ce que quelqu'un qui est hyper maquillé dans le milieu, ça passe moins? Ben, tu t'en vas sur les moi, shops de construction. Ben, moi, c'est ça, c'est exactement. militaire, Tu te dis, je me mettrai pas un rouge à lèvres rouge. Ben, je m'en mettrai pas en tant que tel, là, mais je veux dire, je vais pas commencer. Là. Moi, je te dirais ben, c'est sûr que marketing, en agence de pub, t'es checké, t'es maquillé, t'as le petit manteau, le sac, les petites bottes, par-dessus les jeans. Là, je vous parle de... Ça fait 15 ans que j'ai bossé en agence, là. La mode a évolué. Mais disons que, tu sais, ton premier gros comme ça, le monde va le juger pour une autre raison. Mais disons que les premiers chèques de paye passaient dans... je dirais, standardiser la garde-robe au niveau de comment les autres jeunes femmes s'habillent. Moi, ça m'a jamais choquée. J'ai toujours aimé ça, acheter des vêtements puis être très féminine. Mais il y a des fois où ça me tente moins. Puis dans un milieu où... Quand tout le monde est très bien habillé puis maquillé, ça motive, tu sais. C'est clair. Tu veux pas être celle qui rentre en jogging. Là. Exactement. Mais même quand j'étais dans des environnements... Ça m'est arrivé quelquefois, pas en jogging, mais pas maquillée. Puis je m'étais fait dire par ma collègue Isabelle, j'avais à l'époque peut-être 32, 33 ans, puis elle m'avait dit, Catherine, merci de ne pas te maquiller tous les jours parce que ça nous donne, nous, la licence de ne pas nous maquiller. Moi, je n'ai pas ce courage-là, mais bravo de l'avoir. Fait que ça fait peut-être 10 ans. Donc, il y a une telle pression aussi sur de quoi on a l'air. Puis, on est toutes très jolies au naturel, mais moi, je le sais, puis que je suis encore plus jolie, un petit peu maquillée. Pas beurrée! Pas beurrée! Avec un petit blush, un petit mascara, puis un petit cache-cerne. Mais... Moi, avec une tonne de maquillage. Ouais, mais à un moment donné, il y a aussi le fait de... Est-ce que c'est trop? T'sais, est-ce que tu as mis trop de temps sur toi-même, puis après ça, tu te fais juger par ça? Moi, jamais. C'est quoi l'expression?
you fail if you do, you fail if you don't. Damned if you do, damned if you damned if you do, damned if you don't. C'est le... Oui, moi, ça m'est jamais arrivé d'en avoir fait trop sur le make-up. Je dois dire, par ailleurs, que la paillette était pas nécessairement très bien reçue dans le milieu corporate. Comment t'as fait pour savoir ça? T'as-tu porté de la paillette? Ah, souvent. Puis il y a quelqu'un qui a fait Trop de Catherine. paillettes. Non, ça m'a jamais été dit comme ça, mais Ça disons t'a fait sentir. disons qu'ils blâmaient ça sur les filles de marketing. Tu sais, les filles de marketing sont folles. Les filles de marketing. Mais moi, j'aime ça, la paillette. Je trouve ça beau. Je revendique la paillette tous les jours. Mais je suis contente que t'as pas de say dans la mode Actuelle? Oui, c'est ça. C'est pas, ça. Je ne suis pas designer. Non, mais moi, tu sais, on parlait d'authenticité. Puis, une des choses qui m'a le plus frappée au IMBA, c'est que l'authenticité, ce n'est pas être toi, ce que j'ai pensé longtemps. L'authenticité, c'est être toi dans le respect des normes du groupe. Clairement, ce groupe n'était pas prêt pour la paillette. Mais j'ai persisté parce qu'à un moment donné, ça prend des fonceuses pour briser des barrières. Peut-être que la bataille de la paillette n'était pas la bonne. Mais c'est fait. Puis maintenant, est-ce que tu penses que c'est accepté, la paillette? Ben, je pense que ce serait... Je ne mettrais pas de paillettes dans mon emploi actuel dans une entreprise, une grande entreprise de construction. Je l'ai mis au party de Noël. Ben, moi, je pense que... On a déjà trop parlé de paillettes. Dans mon cas, dans mon milieu militaire, moi, je me suis toujours fait un devoir. J'aime ça, être bien checké, mais il faut quand même le diminuer un peu pour justement s'adapter à l'environnement. Puis dès le camp de recrue, là, moi, j'avais toujours le mascara. Puis on me l'a reproché beaucoup parce que on était 2 filles dans notre peloton au cours de recrue. Puis j'ai fait très bien au cours de recrue. J'ai fini 2e. J'avais un poste quand on finit dans les premières, au premier. On a des postes sur la parade, donc on commande notre peloton de recrue. Puis, les commentaires que j'ai eus, elle va nous faire honte. Ben oui, on sait bien, cute. Ben oui, elle chante. C'est pas vrai? T'as-tu mis du mascara en avant d'eux autres? J'ai eu beaucoup ça. Mais bon, je dois avoir un esprit de contradiction parce que comme le commentaire de ma mère, je me suis dit, non, on ne changera pas. Watch me. Mais tôt dans ma carrière, ça a toujours été... en fait, la surprise, parce que les gens, le stéréotype qu'on a des femmes dans le militaire, c'est une femme qui est un peu plus tomboy, etc. Quand on voit porter du très coquette, vraiment forte corpulence. Voilà. On est toujours surpris. T'es dans des forces. Ben vraiment. Sous-estime, mais t'as été sous-estimée. Oui. Puis c'est ça qui est probablement le motif. Puis je trouve, comme tu as dit, que je me fais un devoir de rester comme ça parce que je me dis ça donne une image différente des femmes dans l'armée. On n'a pas toutes nécessairement le besoin de porter le jogging puis d'être un peu plus tomboy. On peut être aussi féminine, aimer être un peu différente. Puis je trouve que quand t'es en uniforme, tout le monde est pareil. Donc, moi, je trouvais que me maquiller ou être un peu plus checkée, ça gardait mon unicité un peu, le fait que je demeure une personne différente, même si je porte le même linge que le gars d'à côté. Donc, c'est un peu le contraire de toi, ce que tu as dit. Toi, on te reprochait le contraire. Moi, c'était vraiment l'opposé. Moi, tu vois, je suis pas dans un milieu d'uniforme, loin de là, mais j'aime avoir un style. Je trouve en tant que femme, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu sais, dans un milieu, dans un bureau, les hommes, eux autres, ils ont leur habit. Puis, honnêtement, un homme qui sort un peu de cette norme-là, c'est sûr qu'il va se faire regarder par les autres hommes, par les femmes. Mettons, à la place d'une cravate, tu portes un nœud papillon. À la place d'un two-piece, c'est ça, deux two-piece suit. Un 2 pièces. Deux pièces, merci. J'en mets la misère aujourd'hui. Puis un veston, ou quelque chose comme ça. Tu sais, quelque chose qui est haute. Une coupe à l'italienne versus la coupe nord-américaine. Les gars, c'est pas mal ça qu'ils peuvent. Une femme, tu peux porter des jupes, une robe. Tu peux être très féminine. Moi, je suis tout le temps veston, pantalon.
En noir. En noir, j'aime ça. J'ai pas besoin de me casser la tête le matin. J'ai pas besoin de... Puis les gens me reconnaissent là-dedans. J'ai l'impression que... J'ai tout le temps eu l'adhérage de... Tu t'habilles pour le poste que tu veux. Tu t'habilles avec un professionnalisme pour le poste que tu veux, pas pour le poste que t'as. Clairement, poste de haute direction, pas de paillettes. Écoute, je te dirais que ça m'est même pas venu à l'esprit. Mais maintenant que tu as fait le test, je vais quand même pas le faire. Ben, les filles, je voudrais juste... il ne reste pas beaucoup de temps dans notre émission, puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de choses plus intéressantes que la paillette. Avant qu'on change de sujet, Oui, vas-y. avant qu'on change de sujet, Ben, on pardon, change pas vraiment. j'aimerais juste faire écho à ce que Candice dit, qu'elle a un style, un uniforme, entre guillemets, c'est-à-dire Je me l'ai pantalon... créé pour pas me casser la tête. Exactement. Et j'ai fait la même chose. Moi, j'adore la couleur. Donc, j'ai acheté la même robe en 8 couleurs différentes. Et c'est ça que je porte. C'est ça que j'ai porté pendant 1 an et demi au travail. Maintenant qu'on nous a relocalisés, je le dirai pas fort, mais je mets des jeans plus souvent. Mais quand je suis au siège social, c'est toujours en robe corpo, exactement le même modèle, mais en plusieurs couleurs. Laveuse, sécheuse, pas besoin d'amener ça chez le nettoyeur. C'est fantastique! Merci pour ce beau partage. C'est pour inspirer! C'est pour Oui, inspirer! très inspirant. Oui, merci. C'est pas nécessairement dur de dress up ta garde-robe. C'est ça que tu t'en allais avec ça? Exactement. Okay. Calvin Klein. Et tu sais, c'est aussi une norme féminine. Le fait qu'on parle de ça, puis l'importance de s'habiller, de pas s'habiller, je sais pas si il y a 4 gars autour d'un micro qui auraient la même conversation. Mais non, c'est clair. Ils se sont jamais fait parler ou à peu près pas de comment ça. Vous avez des. Mais moi, je me suis fait parler souvent de comment j'étais habillée, puis c'est pas parce que je mettais tout le temps de la paillette, là. C'est juste un sujet récurrent. Il y a toujours un petit quelque chose, même par... c'est pas parce que j'étais habillée de façon inappropriée. Toujours un petit... Oui, mais les gens savent que t'aimes la mode. Oui, c'est moi, il n'y a vrai. pas grand monde qui me parle de mode. Mais ça vient dans tu sais, comme dans ton évaluation de rendement, tu sais. Tu sais, comme c'est discuter pour t'aider à te développer dans ta carrière, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ok, non, je comprends ton Là, point de vue. Hein. c'est Mais moi, vraiment- j'ai eu cette discussion-là avec des hommes aussi. Là. Je sais, j'avais un gars, il venait en pantalon, en cargo pants? Non, parachute pants. Là. J'ai dit, premièrement, t'es pas MC Hammer. Deuxièmement, je veux dire, c'est pas l'environnement pour ça. Exactement, pour moi ça. Mais il faut dire que les femmes, on fait face à plusieurs paradoxes. Puis dans la littérature, il y a beaucoup, on parle beaucoup de ça. On appelle ça le double blind, le fait qu'on est doublement aveugle, mais dans un sens qu'on est toujours pris entre deux tensions qui pourraient être opposées. Puis d'ailleurs, dernièrement, j'ai lu un article de HBR qui parlait de ces paradoxes-là. Puis ils en ont mentionné 4, puis je vais vous les mentionner, puis j'aimerais savoir votre opinion. Donc, les 4 paradoxes. Le premier étant être exigeante, mais attentionnée, bienveillante, caring. Deuxièmement, autoritaire, mais collaboratrice en même temps. Troisièmement, ambitieuse, mais au soutien des autres, à l'écoute. Et le dernier, être distante, mais demeurer abordable, facile d'approche. Donc, je me demandais, dans vos milieux, dans votre parcours, est-ce que vous avez senti ces paradoxes-là ou les avez vécus? J'ai l'impression que c'est une fine ligne. Puis homme ou femme, je pense qu'on a tous des genres de entre-deux sur lesquels il faut qu'on marche au travail. Veux pas. Faut que tu sois gentil avec tes groupes, mais il faut que tu sois ferme. Une main de fer dans un gant de velours, quelque chose comme ça. Wow, tu l'as eu. 100%. Merci, j'avoue. Puis, tu as tout le temps ce genre de paradoxe-là. En plus, j'ai l'impression que les femmes, il faut qu'on soit ferme, mais tout le genre de maternel, tu sais. Je lisais un article où ça disait, puis je suis désolée pour l'anglais, « Women were praised more for being helpful, but being helpful wasn't highly valued. Tu sais? So, t'as toute une caractéristique de « Ah oui, tu fais bien ça, puis tout ça », mais dans tes KPI de performance, il n'y a rien là-dessus. C'est ça. Tu sais?
Donc, toute la plus-value de avoir de l'entre-gens, ramener les groupes ensemble, tout ça. Il y a beaucoup de compagnies qui ne voient pas ça comme un plus. Ils le voient comme un plus parce que ça l'amène les équipes, mais c'est pas évalué. Ils sont pas prêts à le payer. Ben, c'est parce qu'en évaluation, là, je vais sortir mon chapeau RH. Mais en ressources humaines, l'équité salariale au Québec en particulier, c'est exactement ça le principe fondamental d'évaluation d'un poste. Puis il y a de l'iniquité salariale parce qu'il y a des compétences qui sont pas perçues comme étant des compétences comme être la bienveillance, d'être au service de l'autre, tout ça. Dans des postes ou des catégories d'emploi, ce qui fait que c'est pas rémunéré ou c'est pas valorisé de la même façon. C'est pour ça qu'il y a eu tout le principe sur l'équité salariale pour être capable de comparer des postes d'égal à égal. Tu sais, un truc classique, là, je sais plus si c'est un exemple qui s'applique maintenant, mais un gardien de zoo puis une intervenante en garderie, ben, le gardien de zoo, il gagne plus d'argent que l'intervenante en garderie. Hein? Pourtant, les enfants... Méchant zoo! Pourquoi? Parce que c'est la façon que c'est évalué, puis les compétences féminisées. C'est un principe, ce que tu disais, c'est que il n'y a pas de valeur qui est accordée. Au même titre que quand tu as un poste, une description de poste, les femmes qui n'appliquent pas sur certains postes parce qu'ils n'ont pas l'ensemble des compétences. Il y a un paquet de... Puis le verbatim de comment les postes sont mis de l'avant vont plus parler à un esprit plus cartésien masculin, ce qu'on pense, qui est masculin que féminin. Donc, des postes de service à la clientèle, c'est comme implicite que tu dois être à l'écoute, empathique, etc. Et ça fait partie de ta personnalité. Et donc, c'est pas payé, rémunéré parce que c'est ta personnalité, alors que c'est des compétences. Ça s'apprend. La preuve. Ça se développe. Mais j'aimerais aussi ajouter, en plus du fait que les compétences traditionnellement perçues comme étant plus féminines sont moins valorisées, donc moins payées. J'ai envoyé un article cette semaine à Marie-Ève sur... ça s'intitulait « Stop buying the cake ». Parce que tout le travail non rémunéré au travail, comme beaucoup de travail non rémunéré à la maison, c'est fait par les femmes. Fait que c'est ça, acheter le gâteau de fête, acheter le gâteau de retraite, souffler les ballons, prévoir le party de ci, décorer la salle, faire partie du comité social, organiser le party de Noël, les cartes d'anniversaire. Tu sais, c'est tous des petits gestes qui, en soi, ne prennent pas tellement de temps, à part organiser un party de Noël, mais qui, quand ça s'accumule, puis quand on le fait toujours, quand on se sent la responsabilité quand ça fait partie de la charge mentale non rémunérée, à un moment donné, il faut qu'on arrête, puis qu'on regarde ce qui se passe. Puis j'en discutais avec une membre de mon équipe qui, elle, c'est dans sa personnalité non seulement d'acheter le gâteau, de faire le gâteau. Oh mon Dieu! Et oh mon Dieu! Elle, ce qu'elle me disait, puis elle avait quand même un bon point, elle dit, moi, j'aime ça faire le gâteau, puis j'aime ça l'impact que ça a sur l'équipe. Fait qu'elle va continuer à le faire, tant mieux, parce qu'elle fait du bon gâteau. Mais je trouvais qu'on a quand même eu la discussion de sois consciente quand tu le fais. Pense pas que c'est ta job. Pense pas, fais-le parce que ça te fait plaisir. Puis quand ça te tentera plus, c'est correct. C'est une forme de générosité de exactement, base, exactement. Mais puis dans notre équipe, quand on secoue les gars un peu, ils participent. Mais c'est moins naturel un peu. Il faut organiser un petit peu la patente. Faut organiser un petit peu la patente, mais moi j'ai des gars qui sont comme OK, parfait. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, s'il y a une chose que j'aime où je travaille, là, c'est dans nos valeurs de base, il y a la générosité. Puis je trouve que ça, quand ils ont rajouté ça, j'étais comme amazing. Amazing. Parce que ça crée un KPI non formel, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller là-dedans. Mais êtes-vous évalué et rémunéré dessus? On a des critères, les critères de performance. C'est ça, on a nos KPI, là, que faut que tu fasses ta job, tout ça. Là. Sauf qu'on a, à côté de ça, il faut que tu respectes les valeurs de l'entreprise. C'est ça, t'es évalué sur les valeurs, t'es rémunéré sur les valeurs. C'est exactement ça. Tu vas être pénalisé dans le sens. Exactement. Tu peux être pénalisé, exactement. Le problème, c'est que c'est du qualitatif. Oui, donc, c'est le boss qui évalue. C'est ça. Pour ce qui est généreux pour moi versus quelqu'un d'autre qui est pas nécessairement généreux, ça peut être très zone grise. Mais au moins, c'est là.
Oui, c'est un début. Au moins, c'est là. Puis ça l'ouvre des conversations vers. Tu sais. Un senior qui n'est pas un junior, du transfert de connaissances, des affaires comme ça, oui, ça fait partie de ta job, mais il faut que tu aies de la générosité pour vouloir le faire. Ça va prendre plus de temps de ta journée. Ça va peut-être rien t'amener initialement. Il y a beaucoup de conversations comme ça qui sont ouvertes parce que c'est dans un KPI non formel. J'aimerais citer Sophie Brochu aussi avant qu'on passe à autre chose. Je vais citer Sophie Brochu, femme admirable, très gentille par ailleurs, qui disait que... Qui est la CEO d'Hydro-Québec. Juste pour les auditeurs. Pour les auditeurs qui nous écoutent en Afrique, en France et en Amérique du Sud. Depuis quelques années. Quelques décennies. Elle dit que le discours le plus puissant d'une organisation est son mode de rémunération. C'est clair. Donc, quand les valeurs sont évaluées et qu'il y a une rémunération à la performance qui est liée, tout d'un coup, tout le monde se sent un petit peu plus interpellé, fait un petit peu plus attention. Puis quand tu as aussi des évaluations 2 fois par année, ça te permet aussi de rediriger ou recadrer. Effectivement, c'est le cas de le dire. Solidarité. Mais ça permet de recadrer quand l'employé est pas, en tout cas, up to par avec le reste de l'entreprise. C'est sûr que c'est plus difficile à appliquer dans des PME qui ont un peu moins de structure RH, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut regarder puis dont on peut s'inspirer au niveau des meilleures pratiques. Ça fait de plus en plus partie du verbatim même des petites ou des PME, avoir des valeurs d'entreprise, avoir une mission, vision, whatever, reliée à tes valeurs d'entreprise. Et que je me dis, là, 10 ans, 20 ans, t'avais pas ça, c'était fait de l'argent. Fait de l'argent, puis avait un café. Oui, ou survie, surtout pour les PME. Survie. Ben, c'est encore survie, là, mais survie avec des valeurs. Mentionné. En fonction de tes valeurs. En fonction de tes valeurs. Tu te sens bien avec tes valeurs. Donc, si on revient au paradoxe que j'ai mentionné, est-ce que vous pensez que ces paradoxes-là sont plus ou moins présents maintenant? Les tensions dans qu'on vit? Ouais, moi, je trouve ça... oui. Plus, en tout cas... Oui. C'est-à-dire que... c'est peut-être pas le paradoxe qui est plus présent, mais c'est que quand tu as une personnalité X, puis ce qu'on commande, ce qu'on valorise, c'est des caractéristiques Y, il faut que tu travailles sur toi pour t'y conformer. Fait que puis je revendique, moi, le droit d'être paradoxal, puis je revendique le droit d'être très ferme, puis d'être gentille, ouverte et à l'écoute, mais je revendique aussi le droit, parfois, quand c'est le temps de décider, de pas être à l'écoute, parce que c'est plus le temps d'écouter. Là, c'est le temps d'aller de l'avant. Puis de jongler avec ça pour que les employés se sentent respectés, se sentent inclus. Mais à un moment donné, une entreprise... T'as besoin de direction, là. C'est une entreprise, ce n'est pas une démocratie. Ouais. À un moment donné, ça prend quelqu'un qui tranche, puis que si la décision est pas bonne, c'est cette personne-là qui va être responsable. Si la décision est bonne, c'est toute l'équipe qui va shiner. Comme gestionnaire, t'assumes les erreurs de toute ton équipe. Oui, puis d'ailleurs, dans cet article-là que je vous parlais, ça mentionnait que les femmes, leur style de leadership doit s'adapter à différentes circonstances beaucoup plus fréquemment que pour un homme. T'sais, son style de leadership va être beaucoup plus ancré, puis il va avoir tendance à moins changer versus les femmes doivent s'adapter et aller vers la plus autoritaire, collaboratrice, empathique, etc. Donc, au fil de sa carrière, au fil des circonstances auxquelles on fait face, les femmes leaders ont besoin d'être plus polyvalentes et d'être plus les leaders les plus qui ont le plus de succès ou qui gravitent aux échelons supérieurs sont souvent des femmes qui sont capables de s'adapter puis de jouer à travers tout le spectrum du leadership. Très caméléon. Moi, je peux-tu ouvrir une question peut-être un peu... Oh my God! Oui, c'est soupir! un petit peu crunchy. Il y a quelque chose qui me gratouille le cervelet. Entre la ligne de dire le leadership au féminin puis le leadership des femmes. Tu sais, il y a quelque chose qui me
qui me... Je pense qu'on devrait dire ça me femme en titille. position de leadership versus le leadership au féminin. Puis j'explique pourquoi ça me gratouille, c'est que on sait toujours, en tout cas moi je pense qu'on a été élevés comme ça, tu sais maintenant les femmes de notre génération, peut-être nous aussi c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés dans la vie, mais d'égalité, de principe de les femmes on peut être leader au même titre que les hommes, et il y a quelque chose dans ce qu'on entend beaucoup de leadership au féminin qui me chatouille, parce que c'est comme de dire ben notre leadership de femme est différent, ou c'est forcément genré, tu sais, comme un leadership genré versus de dire ça c'est des compétences de leadership, puis que tu sois homme, femme ou peu importe, non genré, ben tu peux être leader quand même. Fait qu'il y a quelque chose de non inclusif qui me chatouille quand on parle de leadership au féminin, parce que là on genre un truc, puis là on fait un une autre catégorie. On dit ok ben là nous on n'est pas comme les autres, et ça je trouve que c'est un vocabulaire non inclusif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la définition du leadership a été conçue à partir des caractéristiques du leadership fait par les hommes, et c'est pas des hommes de type A. Et ce n'est pas nécessairement tous les hommes qui se reconnaissaient là-dedans, mais c'est la majorité des hommes leaders qui étaient là. Et les caractéristiques dites plus féminines, qui sont issues de stéréotypes, là, gros comme le bras, parce que moi, je me reconnais pas là-dedans nécessairement non plus. On dirait qu'ils ont créé le vocable leadership au féminin par opposition à leadership pour qu'éventuellement, dans 30, 50 ans, les deux piscines se soient fusionnées pour faire 50 ans, Mike. Dans 50 ans, que ça va être plus rapide que 50 déjà, ans. l'équité salariale, ça va être à peu près dans 200 ans, la vitesse où ça va, là. Donc, 50 ans, c'est extrêmement ambitieux. Mais en même temps, je peux comprendre le discours du leadership au féminin, parce que moi, j'ai un style de leadership naturel très masculin. Je suis rouge, là. Très directive. Pas tant à l'écoute. J'ai beaucoup appris. Je rassure tous mes employés et mes employeurs. Mais non, j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup améliorée pour être quelqu'un de plus polyvalent, plus complet. Mais reste que une femme qui démontre d'emblée des caractéristiques de leadership traditionnellement associées aux hommes, comme elle est en rupture par rapport aux stéréotypes, on n'aime pas ça. En tout cas, on n'aime pas ça en marketing. Ça prend des caractéristiques traditionnellement associées aux femmes, mais de là à créer un style de leadership en silo complètement différent, je partage ton malaise. Non, je suis d'accord aussi. Je trouve de genrer le leadership, c'est un peu contre-productif. Là. On essaie de détruire ces préjugés-là. Mais c'est certain que je pense que peu importe le leader doit être capable de s'adapter encore plus présentement, parce que, bon, le leadership transformationnel, etc., on doit inspirer. Donc, tout leader, masculin, féminin, peu importe, doit être polyvalent et s'adapter. Mais il demeure que jusqu'à maintenant, ou jusqu'à tout récemment, les hommes se permettaient plus d'être très ancrés dans leur style de leadership versus les femmes devaient être un peu plus... polyvalente. Fluide dans leur style de leadership. On a un ami à nous, Richard Lacombe, qui a fait un projet de maîtrise sur justement les qualités de leadership du C-suite. Donc, puis Richard, de ce que j'ai lu de son mémoire, il n'est pas allé dans le féminin-masculin. Il est juste allé... C'est ce que ça prend. Exactement, t'es CEO, t'as une grille de caractéristiques, tout ça, très intéressant. Moi, quand j'ai lu ce que j'ai lu, j'ai pas pensé masculin-féminin. J'ai pensé, c'est vrai que c'est des bonnes caractéristiques, c'est vrai que je veux dire, si quelqu'un a ces caractéristiques-là, il devrait être un très bon CEO. J'ai l'impression que c'est vers là qu'on devrait s'en aller. Il y en a qui vont être plus faciles pour certaines personnes d'atteindre, puis d'autres qui vont être excessivement difficiles. Femme ou homme. Femme ou homme, exactement. Il y a du monde qui sont directifs. Je n'en connais pas beaucoup, mais...
Il y a des 4 autour de table. Exactement. Il y a du monde qui sont un peu avancés, mais il y en a pour qui c'est très difficile de prendre une décision. Ouais. Ben écoute, si tu veux être un leader, puis il faut que tu saches comment prendre une décision, puis d'être confortable avec ta décision, avec les éléments d'information que tu avais au moment où tu as pris ta décision. Tu sais? Donc, Faudrait parler de leadership non binaire. Ben, Ah tu sais, en fait, on est je tous des chim ou des day. Des they, Des they. exactement. They. Des yell. des- Oui, exact. Mais je comprends pourquoi, comme tu disais, Catherine, le besoin de dire, parce que pendant longtemps, on n'avait pas de place pour parler des femmes et des enjeux de leadership. Fait que je comprends pourquoi, mais c'est vrai, je pense qu'il faudrait qu'on... Tu sais, je suis d'accord de dire avec toi quand tu dis qu'il faudrait parler de leadership non-binaire, c'est le leadership, point barre. Ben, je pense qu'on pourrait faire un autre épisode complet de podcast sur ça. Mais alors... Et les paillettes. Et les paillettes Les aussi paillettes. à Catherine. Fini les paillettes. Mais bien écoutez, je trouve que ça a été vraiment intéressant notre discussion. À partir du sondage, on a navigué à travers plusieurs sujets et les paradoxes, pour finir avec les paradoxes. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado 4à4@gmail.com, balado chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et un gros merci encore une fois pour nous avoir supportés, nous avoir propulsés à l'Association des diplômés HEC Montréal. Puis, on doit pas oublier ceux qui nous ont mis belle. On est déjà pas pire, mais ils nous ont vraiment mis en lumière. Syndrome de l'imposteur. Voilà. Brouillon, puis après ça, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre par les produits Marcel Élise Wattier. Puis aussi à l'hôtel Alt Griffintown pour nous avoir accueillis pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Alors les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Certainement. OK, oui. Wouhou! Merci.